Bonjour et bienvenue. Alors la visite du président François Hollande est annoncée comme rapide. Son avion doit atterrir dans quelques instants. Il sera accueilli par son hôte, le président Paul Biya. Les deux hommes se dirigeront ensuite vers le palais de l'Unité où ils s'entretiendront pendant 1 heure. À l'issue de la rencontre, une déclaration conjointe est prévue. On voit donc le président français François Hollande rejoindre donc son homologue et saluer Paul Biya. Donc voilà, donc les deux hommes, je vous l'ai dit, s'entretiendront donc pendant 1 heure. Le Cameroun, c'est donc la dernière des destinations de la tournée subsaharienne de François Hollande. Elle avait commencé au Bénin, puis il y a eu l'Angola, et donc on termine avec le Cameroun. Alors justement, est-ce que ce volet économique, quelque part, il n'est pas là aussi pour masquer un petit peu le volet politique? Parce qu'on se souvient que quand François Hollande était au Bénin, il a loué la vitalité de la démocratie béninoise. Là, il est au Cameroun. On est presque un peu anxieux. On se demande qu'est-ce qu'il va pouvoir dire donc de la situation politique au Cameroun. La dimension politique au Cameroun, si vous voulez, la dimension la moins intéressante pour la France. Tout simplement pourquoi? Parce que le Cameroun regorge, si vous voulez, de potentialités économiques, de ressources naturelles énormes. Donc le positionnement économique, si vous voulez. Nous sommes en train de fonctionner sur 2 périodes. La période de la colonisation, ce sont des enjeux politiques qui étaient mis en avant. Aujourd'hui, si vous voulez, ce sont des enjeux économiques qui prennent le dessus surtout. Donc, à partir de là, il est très très important c'est pour ça que j'ai dit que l'ingérence, si vous voulez, des États étrangers sur la politique des États africains me semble, si vous voulez, quelque chose d'unique. Chaque État est un État souverain. Elle peut nous plaire, la justice qu'elle met en place ou pas, il est nécessaire de pouvoir respecter ces États-là en tant que tels. Donc, à partir de là, je vais aller au bout de mon exemple dont je vous parlais tout à l'heure, qu'ici. Donc, vous avez des investisseurs chinois qui arrivent, qui apportent des capitaux et qui apportent en même temps de la main-d'œuvre. En quoi ça bénéficie, si vous voulez, aux populations africaines? C'est pas uniquement, moi, c'est un exemple que j'ai vécu au Cameroun, mais en quoi ça bénéficie aux populations africaines? Mais justement, ce que disait M. Jean-Paul Dumézil, c'est que quelque part, le politique avait son importance dans l'économie. Le politique a son importance là-dessus, dans la volonté de pouvoir assainir l'environnement politique, de pouvoir respecter des accords gagnant-gagnant dont on parle sur ce plateau. Ces accords gagnants-là présupposent que les pays africains tirent le maximum de leur croissance économique et pas que cette croissance économique-là soit dévolue, si vous voulez, aux acteurs étrangers qui, soi-disant, apportent le capital. J'étais en train de parler d'une chose là tout à l'heure, sur laquelle je veux revenir ici. Dans ce qui concerne la valorisation, si vous voulez, des facteurs de production. Quand on se retrouve en Afrique, les ressources naturelles sont toujours minorées par rapport aux capitaux extérieurs, c'est-à-dire le capital financier qui est apporté. Et systématiquement, c'est minoré dans tous les contrats africains. Alors, on va revenir. Donc, il va falloir modifier cette donne-là. Je vais vous interrompre. On va donc revenir sur place où l'hymne national est joué. That was the Marseille, and now the national anthem of Cameroon. Cameroun, berceau de nos ancêtres.
Donc voilà, on vient d'entendre donc les deux hymnes nationaux, qui a commencé par la Marseillaise, ensuite l'hymne national du Cameroun. Les deux hommes vont ensuite se diriger vers le palais de l'Unité, où ils vont s'entretenir pendant 1 heure. Alors oui, Jean-Marie, je vous avais interrompu, vous pouvez reprendre ce que vous disiez. Oui, j'étais en train de pointer du doigt, si vous voulez, les imperfections de la coopération, si vous voulez, africano-extérieure. C'est comme ça que je l'appellerais. Tout simplement pourquoi ? Parce que j'étais en train d'insister sur le fait qu'on nous dit que la Chine se dit la chose suivante. Les Chinois l'ont très très bien compris. C'est-à-dire, la bataille politique ne les intéresse pas. Qu'est-ce qui les intéresse ? C'est-à-dire, ce sont les ressources naturelles qu'on a. Donc, ce sont des partenariats économiques. Donc, dès l'instant que vous avez ces contrats liés qui sont signés là, c'est-à-dire un contrat lié, ça veut dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'apporteur de capitaux, c'est-à-dire pose toutes les conditions sur la table. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'ai posé une question à un dirigeant politique d'un grand parti politique au Cameroun, en lui posant la question de savoir comment est-ce que des choses comme ça sont possibles. Ils me disent que dès l'instant que quelqu'un vous apporte des capitaux, vous devez accepter tout ce qu'il vous amène. Et c'est là où je reçois M. Djoubessi qui nous disait tout à l'heure que c'est une question de volonté politique. Quand la Chine signe des contrats, comment dire, là récemment, la Chine a signé des contrats, si vous voulez, pour 75 Airbus avec la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Chine demande en sorte qu'on lui cède des licences, si vous voulez, par rapport à ces appareils-là qu'ils ont achetés. Donc ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que d'ici peu, les Chinois vont pouvoir fabriquer des avions chez eux parce qu'on leur cède ces licences. Et de mon point de vue, en Afrique... On voit que le président François Hollande est présenté aux officiels camerounais. Donc vous voyez, intronisé par le président camerounais Paul Biya. Ministers and consider the Minister of Industries, the Minister. Donc voilà, donc c'est le gouvernement que le président François Hollande est présenté donc par son homologue camerounais, Paul Biya. Donc voilà, Jean-Marie, vous disiez ? Donc, je suis en train de vous expliquer que ici, dès l'instant, si vous voulez, que les États africains vont négliger cette part des choses, à savoir utiliser les compétences des Africains pour pouvoir signer des contrats qui apportent quelque chose aux économies africaines, dès cet instant-là, pour moi, le partenariat avec des pays comme la Chine, la Chine s'occupe uniquement de l'aspect économique qui l'intéresse, et dans cet aspect économique-là, c'est quoi ? C'est l'exploitation des ressources naturelles. Donc, j'étais en train de donner un exemple là tout à l'heure concernant l'achat des Airbus. Les pays africains devraient être capables aujourd'hui, quand vous avez une compagnie qui vient installer, qui apporte des capitaux étrangers, qu'on essaye d'imposer la transformation de ces produits-là sur place pour pouvoir industrialiser l'Afrique avec un transfert de technologie qui va avec. Les autres le font, pourquoi nous ne le ferions pas, nous les Africains ? Monsieur Djoubessi, vous aussi, vous pensez que finalement l'aspect politique est secondaire dans cette visite et que c'est plus l'économie qui prime ? Ah oui, la France a perdu beaucoup de parts de marché au Cameroun. Ils sont passés de 30 à 16%, quelque chose de cette nature-là. Mais les Chinois ont rattrapé tout l'espace. Et la force militaire ne pourra pas tout dans la sécurisation de l'économie. Donc il est important que la France prenne d'autres dispositions, surtout les États africains, parce qu'encore une fois, les marchés sont ouverts. Notre continent, le continent africain, sera celui qui est le porteur de plus de croissance demain. Si on ne prend pas à bras le corps aujourd'hui la renégociation d'un certain nombre d'accords pour permettre le développement de ces États, on sera en train de brader à tout va l'économie, les richesses du continent africain, du Cameroun notamment, aux pays étrangers, malheureusement au détriment de nos enfants, de nos petits-enfants. Il y a une force vive considérable de franco-camerounais à Paris. Imaginez un instant que l'on monte des systèmes de SCPI, comme on le fait ici, pour construire la maison des étudiants, qui donne lieu à des fiscalisations. SCPI, c'est... Alors, c'est ces systèmes de défiscalisation que l'État met en place pour permettre aux gens de payer moins d'impôts, mais de contribuer au développement, soit des maisons de retraite, soit des maisons étudiantes. Il
Il faut juste transposer ça sur des pays d'origine des Afro-Français pour multiplier, pour qu'ils participent à la construction. Vous êtes propriétaire d'un bien, d'une part de bien. Vous pouvez construire des ponts, des routes, plein de choses comme ça, en étant juste propriétaire d'une part de bien. Sauf que la France s'y retrouvera parce que la foule d'argent qu'on va mettre à prendre notre quota sur les immigrés qui viennent d'Italie ou ceux qu'on expulse coûte beaucoup plus cher que la défiscalisation qu'on pourrait apporter aux gens qui sont installés, qui ont les moyens de financer des opérations et à qui on ne donne pas ces moyens plutôt que de les envoyer vers les dom-toms et autre chose. Vous voyez, c'est des pistes qui pourraient permettre de recentrer un certain nombre de choses et permettre à la France de revenir par ces Afro-Français dans le circuit normal de l'économie africaine, notamment. Pour mettre en place donc ces projets, il faudrait qu'il y ait une certaine volonté politique quelque part. Oui, il faut qu'il y ait en France déjà. Nous y travaillons beaucoup. On travaille en ce sens pour demander aux décideurs en France de vouloir prendre en considération le fait que quand je vais investir dans les DOM, je défiscalise un certain montant sur mes impôts. Sauf que ces impôts que je paye permettent d'aller soit expulser les gens, soit prendre des raccourcis, ça, comme schéma. Je prends un raccourci volontiers, je l'ai expliqué au sénateur, et ça marche très bien. Hein. Vous savez, quand on expulse un bonhomme d'ici, il coûte 22 à 32 000 euros, hein, à peu près. C'est nos impôts qui les payent. Si on arrête cela et on fixe les gens durablement en permettant aux nationaux de participer au développement de l'économie de chez eux, on aura moins ces pillages dont on parlait tout à l'heure. On aura construit des choses sur place à travers j'ai pris des SCPI, mais c'est pas d'autres choses, hein, qui permettront de fixer, de faire des développements endogènes dans le pays, qui permettraient de fixer durablement des gens qui n'auraient pas besoin d'aller mourir dans les bateaux en traversant pour aller chercher la richesse qu'ils n'ont pas. C'est une piste parmi tant d'autres, hein, qu'on pourrait mettre en place. Et ça permettrait également d'échapper à cette évasion qui fait que la Chine vient aujourd'hui et vous dit à telle institution au Cameroun, je vous mets 100 milliards à disposition. Il n'y a aucun projet. Ils donnent de l'argent. Après, vous réfléchissez au projet que vous allez faire. Plus tard, ils s'en foutent, ils les mettent. Mais ils vous contraignent. Comme il disait tout à l'heure, ils vous contraignent. Une fois que vous êtes contraint, cet argent, il passe pour certains dans des projets mal ficelés, pour d'autres dans les poches de certaines personnes. Mais malheureusement, c'est de la dette. Et cette dette, qu'on le veuille ou non, il faudra la rembourser. Et donc justement là, on parlait donc du drame de l'immigration clandestine. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que les États africains ont mis tant de temps donc à réagir, en tout cas les chefs d'État africains, à s'exprimer publiquement pour condamner cette hémorragie? Il ne faudrait pas qu'ils la condamnent. Il faudrait qu'ils la gèrent. Vous savez qu'en dépendant des pays en guerre, à proprement parler, quand on regarde les chiffres vrais avant qu'il y ait les dernières vagues, je vous garantis qu'il y avait beaucoup de Camerounais également. Quand on sait ceux qui vont chercher la fortune ailleurs, il y avait énormément de Camerounais. Le Cameroun n'est pas un pays en guerre. Hein. Et ceux qui passent par l'Italie, dans les postes frontières, on a listé énormément de Camerounais aussi. Et d'autres pays, bien évidemment. Donc ce n'est pas que les pays en guerre qui sont... C'est parce qu'ils ont besoin de rechercher ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. Il faut stabiliser ces personnes, construire des infrastructures, des projets structurants, comme dirait l'autre, pour permettre à ces personnes d'avoir de la dignité de vivre chez eux. Celui qui part dans ce périple dangereux n'y va pas de bon cœur. Il y va parce qu'il a faim, il a soif, et que vous voulez ou non, qu'il meure de faim ou de soif, ou d'autres choses, il mourra quand même. Jean-Marie, sur le fait qu'il y avait des Camerounais qui fuyaient aussi le pays. C'est dramatique ici de parler de ce problème-là, si vous voulez, ces termes-là, tout simplement. Pourquoi? Parce que, comme vient de le dire M. Ndjoumessi, un individu, c'est quoi? Un individu a un instinct de survie. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il ne retrouve pas ce qu'il lui faut sur place, il lui faut aller le chercher ailleurs. Et au lieu, comment dirais-je, nos gouvernements ne font que reproduire un mouvement qui est un mouvement beaucoup plus général en ce qui me concerne. Je dis souvent là-dessus, les États occidentaux ne se rendent pas compte, si vous voulez, de leurs responsabilités. On a souvent parlé de la colonisation. Il n'y a pas que la colonisation, cette colonisation qui a été la colonisation politique et économique mélangée. La colonisation politique est partie, mais il reste la colonisation économique. Tout simplement pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait aujourd'hui que quand vous voyez les proportions dans lesquelles, c'est-à-dire les bénéfices des firmes multinationales, si vous voulez, en Afrique, bénéficient aux États africains, mais c'est
c'est indicible, c'est insignifiant par rapport à ce que produisent, c'est-à-dire ce que produisent ces firmes multinationales-là et ce qu'elles rapatrient pour eux. Monsieur Djoumessi parlait tout à l'heure c'est-à-dire de volonté politique. La volonté politique, c'est quoi? C'est de se dire que, bon, comme l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, nous parlons de la Chine. La Chine, c'est-à-dire nous avons nos matières premières. Pourquoi est-ce que nous attendons que les autres viennent de l'extérieur pour pouvoir nous donner la valeur de nos matières premières et l'acheter, si vous voulez, au prix, c'est-à-dire qu'ils veulent? Alors que je suis resté que dans les contrats des partenariats commerciaux, quand la Chine, si vous voulez, achète aux Américains, aux Français, aux Allemands, ils demandent quoi? Ils disent que vous nous concédez les licences de ce que nous achetons. C'est aussi simple. Les Africains sont capables de pouvoir se dire que dans notre stratégie de croissance et d'industrialisation, vous nous amenez des financements. C'est bien beau, mais maintenant, il faut que vous fassiez un transfert de technologie et que ces produits-là puissent être transformés sur place. C'est relativement simple. On ne vient pas nous mettre, comment dirais-je, un revolver sur la table pour pouvoir signer ces contrats-là. C'est une question de volonté politique et savoir faire une juste valorisation économique des choses. J'ai parlé tout à l'heure des 2 facteurs de production qui sont le capital et le travail. Quand on regarde l'environnement économique international aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La valorisation du travail, c'est-à-dire est minorée dans le système actuel. Et il faut se rendre compte que bon, les choses que nous vivons là, concernant l'immigration clandestine, ce ne sont pas des choses qui vont s'arrêter demain. Tout simplement pourquoi? Parce que dès l'instant que la répartition du revenu est mal faite dans le monde entier et que l'Afrique est pour une large part là-dedans, comment dirais-je, par rapport à sa contribution au fonctionnement de l'économie mondiale, c'est-à-dire, je ne pense pas que ce serait malvenu à nos dirigeants de pouvoir imposer une vision qui est la suivante. Vous venez, vous nous apporter des capitaux. 1, on arrête de signer des contrats léonins. Deuxièmement, on valorise, comment dirais-je, nos matières premières. Ça voudrait dire quoi? Si je prends la comptabilité d'une société, les apports, vous avez ce qu'on appelle les apports en nature, vous avez ce qu'on appelle les apports financiers, vous avez les apports intellectuels et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est ça qui fait tourner une boîte. Et dans un projet, il va falloir apprendre maintenant à valoriser les produits des pays africains, principalement leurs ressources naturelles à leur juste valeur. Je ne vois pas de quel droit est-ce que le capital serait supérieur aux matières premières qui font tourner ce capital-là. Mais c'est une ineptie économique en ce qui me concerne. J'arrive pas à le comprendre. Donc dès l'instant que vous avez une mauvaise répartition en amont, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec des drames comme l'immigration clandestine, qui n'est pas seulement le fait des pays en guerre, comme M. Djoumessi l'a démontré tout à l'heure. Et il faudrait bien que tous les pouvoirs publics africains se penchent, si vous voulez, sur cette donnée-là qui est essentielle pour le développement de l'Afrique. Pardonnez-moi, voyez-vous, l'Europe se construit. Aujourd'hui, on se bat pour sauver la Grèce. Il y a une multitude d'États sous-régionaux en Afrique qui sont incapables de s'entendre pour faire un certain nombre de choses ensemble. J'étais très heureux hier de voir qu'un Nigérian venait investir au Cameroun pour créer une cimenterie à Douala, une de notre Yaoundé. On préférera Lafarge, qui vient de loin, à ce Nigérian. Pourtant, on sait que le Nigérian, quel que soit ce qu'il va faire, développera le pays. Alors, messieurs, vous restez avec nous. Nous allons marquer une légère pause. Restez avec nous. Nous allons commenter donc la visite du président français François Hollande au Cameroun. À tout de suite sur Africa 24.